Hello et bienvenue dans Ce que je retiens, un podcast qui mêle expérience de vie et coaching en abordant l'amour de soi, la bienveillance et la résilience. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti! Aujourd'hui, dans ce 20e épisode, je te partage ce que je retiens de mon envie du moment de perdre du poids. Dans l'épisode 3 de ce podcast, je te parlais de la fois où j'ai pris conscience que j'étais en obésité morbide. Puis dans l'épisode 4, je te parlais de ma perte de poids. Et aujourd'hui, j'ai envie de te parler justement du joyeux bordel que je vis actuellement dans ma tête à propos de mon poids. En fait, ça fait quelques semaines que je me dis que ce serait vachement mieux si je perdais du poids. Je me dis que lorsque je vivrai en France, petite parenthèse, j'ai prévu de rentrer vivre en France. Donc voilà, je me dis que quand je rentrerai vivre en France, en fait, ce sera plus facile d'être plus mince que maintenant, car en France, les tailles de vêtements sont plus petites et surtout, il y a moins de tailles en magasin qu'en Irlande. Et du coup, petite parenthèse, j'habite en Irlande et à titre de comparaison, on trouve ici des tailles allant du 6 au 22, qui sont donc l'équivalent des tailles 32 au 48 en taille européenne, ce qui correspond donc aux tailles 34 au 50 en taille française. Donc en gros, dans la plupart des magasins en Irlande, on trouve du 34 et du 50. Tu te poses pas trop de questions, c'est hyper facile à trouver. Enfin, je vais pas dire tous les magasins, mais la quasi-totalité des magasins, tu trouves des tailles françaises, du coup, correspondant du 34 au 50. Et je discutais des tailles de fringues avec une amie à moi qui est française et qui vit depuis plus de 10 ans en Irlande comme moi. Et elle me disait qu'en France, elle se sentait grosse. Et je lui disais qu'en fait, bah, en France, les tailles sont différentes des tailles irlandaises slash du UK et européennes. Et en fait, pour une taille européenne, en France, on te rajoute une taille. Donc là où moi, en Irlande, je fais du 12, ce qui correspond à une taille européenne de 42, en France, je fais une taille 44. Et du coup, quand mon ami et moi, on achète nos fringues en Irlande, sur l'étiquette, il y a la taille du vêtement qui est toujours marquée en taille UK, donc la taille du Royaume-Uni. Et il y a tout systématiquement la correspondance européenne. Donc c'est clair que quand nous, on achète en France, bah, souvent, on se sent grosse, quoi, parce qu'on achète une taille au-dessus. Et je sais que trouver un 44 ou un 46, bah, c'est pas facile en France, car dans la plupart des boutiques, bah, quand tu achètes du 44, c'est grave haut, en fait. Et enfin, voilà. Et du coup, c'est pour ça que c'est compliqué pour moi. Parce que là où en Irlande, dans n'importe quelle boutique, quasiment, tu trouves systématiquement des vêtements, du coup, allant jusqu'au 50 en taille française, bah, enfin, franchement, c'est un luxe, hein. C'est absolument génial de ne pas avoir cette charge mentale, de devoir chercher où s'habiller, et cetera, et cetera. Donc en fait, voilà la principale raison de mon envie de perdre du poids, c'est finalement de m'éviter de galérer à trouver des fringues quand je retournerai vivre en France, ce qui est donc prévu courant 2023. Mais il y a aussi une autre raison et c'est parce qu'en fait, ici, donc en Irlande, je ne me sens pas jugée par mon poids, alors que je sais qu'en France, c'est pas la même histoire. Je trouve la société irlandaise beaucoup plus inclusive des corps humains. Les Irlandais et les Irlandaises, globalement, s'assument. C'est aussi une société qui est beaucoup plus respectueuse d'autrui et en quasiment 11 ans, je me suis jamais faite harceler dans la rue. J'ai jamais été touchée sexuellement dans les transports publics. On ne m'a pas agressée dans la rue, on ne m'a jamais volé quoi que ce soit, même quand je dormais, dans les transports publics. C'est globalement une société qui respecte l'autre. Tu peux même laisser ton téléphone sur la table, personne ne va te le prendre. Ton sac à main à côté de toi dans le bus, on ne va pas te le prendre. Hem, Bien entendu, je généralise, hein, je dis pas que le harcèlement n'arrive jamais, ni même qu'il y a aucun vol sur cette île. Hem, mais j'en parlais même avec ma psy, la semaine dernière et parce que justement j'ai énormément d'insécurité à l'idée de rentrer vivre en France et encore plus à Paris. Mais ça, on pourrait en parler à un autre moment, dans un autre épisode. Mais du coup, globalement, elle était, choquée. Je pense que je peux dire qu'elle était choquée, en tout cas, très surprise, de voilà,
de prendre connaissance des frotteurs dans le métro, du harcèlement de rue, enfin bref, du non-respect finalement ou du manque de respect qu'il peut y avoir en France. C'est quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu parler et qu'elle connaissait pas en fait finalement. Même si, voilà, après on a pu, justement un petit peu, développer un petit peu plus sur la culture irlandaise, mais en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose qu'elle connaît et globalement, donc là, depuis le début, je généralise sur la société irlandaise et je vais continuer de généraliser sur la France et sur Paris puisque c'est là que je compte emménager. Et du coup, selon mon expérience, donc on est bien d'accord, tout ça ne reflète absolument pas la vérité, hein, ce n'est que mon expérience à moi. Selon mon expérience en France, le harcèlement de rue est commun, les frotteurs existent, les vols à l'arraché sont communs. J'ai été harcelée dans la rue et dans les transports publics parisiens et d'Île-de-France pendant les 20 ans que j'y ai vécu sur place. Ça se produit aussi quand je rentre en France et ce, peu importe la région. Il y a tous ces regards insistants qui me déshabillent de la tête aux pieds en s'arrêtant bien, hein, sur ma poitrine. J'ai aussi été agressée sexuellement dans les transports parisiens à plusieurs reprises. Les gens qui ne s'asseyaient d'ailleurs plus à côté de moi parce que j'étais en surpoids ou en obésité, c'est un truc que j'ai jamais vécu en Irlande ou si je l'ai vécu, c'est anecdotique comparé à ce que j'ai pu vivre, en France. Et puis, il y a bien entendu toujours, ce petit, regard, réprobateur sur ce que je porte, et cetera, et cetera. Bref, je trouve la société française grossophobe et peu respectueuse finalement de l'être humain. Et clairement, bah, en perdant du poids, ça me permettrait de m'éviter tout ça, hein. Ça permettrait de passer, plus inaperçu et putain que ce serait génial, clairement. Donc comme tu le remarques, j'ai vraiment envie de perdre du poids pour me simplifier le quotidien quand je vivrai à Paris. Mais je suis aussi totalement contre l'idée de perdre du poids. Voilà, c'est dit. Pourquoi? Alors déjà, bienvenue dans mon cerveau, hein, j'ai un cerveau qui fonctionne très bien, je suis pleine de contradictions, c'est le cerveau humain et tu as aussi un cerveau avec plein de contradictions. Tu es donc humaine. Voilà, humaine ou humain. Mais du coup, pourquoi est-ce que je suis complètement, contre l'idée de perdre du poids? Eh bien, parce que je sais aussi que je me suis déjà fait agresser, peu importe la taille de mon corps. Je sais que les gens jugeront mon corps, peu importe, comment il est et que, bah, en fonction, peu importe ce que je porterai aussi, je me ferai juger. Je sais que je n'ai pas le pouvoir sur les pensées des gens. Je sais aussi qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de plaire à des inconnus, mais uniquement à moi. Je sais que j'en ai absolument rien à péter de ce que les inconnus vont penser de moi. Je sais que je suis aimée et que par conséquent, si on ne s'assied pas à côté de moi, bah, j'ai pas à me sentir rejetée. Bien au contraire, ça me fera un trajet plus confortable. Hem, je sais aussi que je n'ai absolument pas envie de me prendre la tête avec la bouffe ou avec, quoi que ce soit qui est lié à mon corps. Enfin, non merci, je veux pas cette charge mentale. Je sais aussi que je n'achète, jamais de fringues ou très rarement et que si j'ai besoin d'en acheter, j'ai les ressources en moi pour trouver chaussures à mon pied. C'est-à-dire, j'ai la patience, hein, j'ai le temps devant moi pour trouver, chaussures à mon pied. Je sais aussi que forcer mon corps à se restreindre, bah, c'est mauvais pour lui et je sais aussi que l'autocritique est facultative, tout comme les pensées grossophobes à mon égard. En bref, ce qui compte, le plus pour moi, c'est de me simplifier la vie au quotidien. Et une des manières de se faire, ça va être, finalement de perdre du poids et une autre, ça va être de m'organiser autrement. Donc certes, perdre du poids, ça me simplifierait le quotidien sur certains points, mais ça me compliquerait dans d'autres. Attendez 2 secondes, je tousse. Voilà qui va mieux et donc le fait de vouloir, perdre du poids, ça me rajouterait finalement de la charge mentale et surtout ça me prendrait, la tête H24 et moi j'ai pas envie de me torturer mentalement. Pas plus que de torturer mon corps d'ailleurs et pour moi, tous ces inconforts sont tellement plus inconfortables que de trouver une autre manière de m'organiser pour me simplifier la vie, hein et c'est clairement le choix que j'ai fait, donc je dis pas que c'est le choix que tu dois faire non plus, mais c'est mon choix. Et du coup, ce que je retiens de mon envie de perdre du poids, c'est que le poids, eh bien, finalement, c'est culturel. C'est-à-dire qu'en fonction de la perception du corps, une société sera plus ou moins grossophobe. D'ailleurs, la semaine dernière, je postais un sondage sur Instagram à propos de la perte de poids et voilà les résultats. J'avais posé la question suivante, pourquoi veux-tu perdre du poids?
45% des votants ont répondu qu'elles souhaitaient perdre du poids pour pouvoir être belles, 36% pour pouvoir s'habiller comme elles souhaitaient et 19% ont répondu pour avoir un IMC normal. Et on m'a aussi dit en privé pour être en bonne santé et pour être la personne que j'ai toujours rêvé d'être. Enfin, une personne m'a également dit qu'elle souhaitait prendre du poids pour pouvoir s'habiller comme elle voulait et pouvoir être belle. Donc tout d'abord, si tu souhaites changer du poids, si tu souhaites changer de poids, sache que tu n'es pas seule, hein. Bienvenue au club. C'est hyper réconfortant de le savoir quand même, hein. Tu n'as pas un problème. On est beaucoup de personnes sur Terre à vouloir changer de poids. Et du coup, qu'est-ce que toutes ces réponses nous disent? Eh bien, finalement, qu'il y a l'aspect santé, l'aspect pratique et l'aspect beauté du poids. Donc, dans un premier temps, je vais aborder l'aspect santé du poids. Donc, la croyance commune est la suivante. Si on a un IMC normal, alors on est en bonne santé. Et du coup, l'IMC, c'est quoi? Il s'agit de l'indice de masse corporelle. C'est donc une formule qui reprend le poids qu'on divise, le poids d'une personne qu'on divise par sa taille au carré. Et le poids, c'est quoi? C'est finalement la masse grasse plus la masse maigre. Donc la masse maigre qui correspond, pardon, j'arrive. Donc le poids, c'est quoi? C'est la masse grasse plus la masse maigre. La masse grasse, c'est quoi? C'est le gras qu'on a dans le corps. Et la masse maigre, c'est quoi? C'est les os, les muscles, etc. Du coup, qu'est-ce que c'est que le problème de l'IMC? Eh bien, aujourd'hui, les études scientifiques montrent que l'IMC ne reflète pas l'état de santé d'une personne à un instant T. En effet, l'IMC ne distingue pas le gras des os, des muscles, etc. Ce qui veut dire que Teddy Riner, le champion du monde de judo, est techniquement en obésité selon son IMC. Bah ouais, malgré le fait qu'il n'est que très peu gras, hein, qu'il a peu de gras, il est quand même catégorisé comme obèse. Et c'est là qu'on voit que l'IMC finalement ne fait pas sens. Et il y a Viviane Lalande, une doctorante française, qui est aussi vulgarisatrice scientifique, qui a justement vulgarisé la recherche autour de l'IMC. Et je te mets sa vidéo, son lien de sa vidéo sourcée dans les notes de cet épisode, si tu veux en savoir plus. Mais globalement, les scientifiques remettent en cause actuellement l'IMC. Du coup, qu'est-ce qui influe sur le poids? Bon, il y a les hormones, hein, le niveau de stress, le sommeil, le niveau d'activité physique, la rétention d'eau, la constipation. Bref, le poids s'explique par plusieurs facteurs. Donc, si je résume, notre IMC ne reflète pas nécessairement notre état de santé. Ensuite, dans un second temps, je vais aborder l'aspect pratique, finalement, du poids. Donc, pour ce faire, je vais déjà t'expliquer ce qu'est la discrimination. Alors, la discrimination, c'est quoi selon deux dictionnaires? Donc, le Robert définit la discrimination comme étant le fait de séparer un groupe humain des autres en le traitant plus mal. Et le Larousse définit la discrimination comme étant le fait de distinguer et de traiter différemment, le plus souvent plus mal, quelqu'un ou un groupe par rapport au reste de la collectivité ou par rapport à une autre personne. Donc, parce que j'ai bien fait mon taf, je trouve, j'ai été voir ce que disait le gouvernement français quant aux discriminations. Donc, je connais la position du gouvernement irlandais parce que j'ai fait suffisamment d'études de loi et d'études sociales d'ailleurs, et de sociologie concernant la discrimination, mais je me suis dit que c'était quand même plus parlant de le faire au niveau de la France, sachant que je suis bien consciente qu'il y a aussi les Québécois, Québécoises qui m'écoutent, l'Algérie, vous m'écoutez aussi pas mal là-bas, la Belgique et la Suisse notamment. Mais je me base sur la France parce que la majorité des personnes qui écoutent mon podcast est en France, mais c'est vraiment juste pour l'anecdote. Par exemple, en France, le code pénal définit une liste de critères qui entrent dans la constitution d'une discrimination. Encore une fois, il y a les notes dans le podcast, la source.
Donc, constitue une discrimination, toute distinction opérée entre les personnes physiques sur les critères suivants. Donc, il y a l'origine, le sexe, la situation de famille, leur grossesse, l'apparence physique, la situation économique, le patronyme, le lieu de résidence, l'état de santé, la perte d'autonomie, le handicap, les caractéristiques génétiques, les mœurs, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, l'âge, les opinions politiques, les activités syndicales, la capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, l'appartenance ou leur non-appartenance, qu'elle soit vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée. Euh, donc, s'il y a discrimination sur l'un de ces critères-là, il y a conséquences pénales, hein, clairement. Donc, ça, c'est vraiment pour expliquer que la discrimination, c'est un no-go dans la société, ok? Alors, encore une fois, je n'ai pas été vérifier tous les pays du monde, mais globalement, les discriminations sont connues et c'est punissable d'un point de vue juridique. Et donc, dans les discriminations bien connues liées à l'apparence physique, il y a notamment la grossophobie. Donc, qu'est-ce que la grossophobie? Encore une fois, voici deux définitions qui sont respectivement issues du Robert et du Larousse. Donc, la grossophobie, c'est quoi? C'est une attitude de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids. Et aussi, donc, la définition du Larousse, une attitude hostile, moqueuse et ou méprisante, voire discriminatoire envers les personnes obèses ou en surpoids. Et puis, en fait, moi, ce que j'ai vraiment envie d'apporter à travers ce podcast, enfin cet épisode, c'est pas juste de parler de la grossophobie, mais c'est de parler du poids en général. Et c'est ce que j'ai l'impression d'avoir travaillé depuis le début de cet épisode. Mais il y a une autre forme de discrimination qui n'est pas juste orientée vers la grossophobie, donc c'est-à-dire vers les personnes qui sont obèses ou en surpoids, mais il y a ce qu'on appelle la discrimination par la taille. Autrement dit, en anglais, il y a un terme qui a été trouvé pour ça, et je trouve ça trop bien qu'il y ait un vrai terme qui soit clair et net. Ça m'a fait sourire, j'ai pensé à clarinette, bref. Donc, il y a un terme qui vient regrouper ce que ça veut dire que la discrimination par la taille. Donc, c'est le terme de sizeism. Sizeism. Et ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que la discrimination par la taille, ça regroupe les discriminations portant sur l'extrême grandeur, petitesse, minceur ou grosseur d'une personne. Et ça, je savais que ça existait, mais je ne savais pas qu'il y avait un terme pour ça, donc que ce soit en anglais ou en français, donc discrimination par la taille. Et je trouve ça très bien, finalement, qu'il y ait un terme. Et du coup, la discrimination par la taille se retrouve dans notre quotidien, hein. Je ne l'ai pas fait une liste exhaustive, mais globalement, ça se trouve où? Dans la largeur des sièges ou des chaises dans les restaurants, les avions, les transports publics, le cinéma, tout ça. Le choix des tailles de vêtements vendus en magasin, l'accueil dans les structures de santé, l'accès à la contraception, etc. Cette discrimination par la taille se transmet dans notre société aussi à travers les films et les séries, les chansons, etc. Globalement, une personne qui est grosse et gentille, c'est la bonne copine, le bon copain. Une personne qui est grosse est un peu bête, hein, clairement, et flemmarde, et même dégoûtante. J'ai trouvé une étude scientifique qui montrait que dans l'inconscient collectif, une personne qui est grosse est une personne dégoûtante qui provoque le dégoût chez les gens. Je trouvais que c'était incroyable. Et à l'inverse, une personne qui est mince, c'est une personne qui est bosseuse, active, on peut lui faire confiance. C'est aussi une personne qui est intelligente et qui est belle. Mais attention quand même, hein, parce que si on est maigre, alors forcément, on n'est pas beau, hein. On n'est pas beau, on n'est pas belle. Et tout ça, en fait, c'est basé sur quoi? Sur du vent, voilà, tout simplement. C'est dégueulasse. Et je suis aussi tombée sur le terme de thin privilege, donc le privilège de la minceur. Et j'ai trouvé que c'était incroyable comme privilège. Et on parle très bien de
de privilège des blancs, etc. Il y a aussi du coup le privilège des minces, de la minceur. Et j'ai mis une source dans les notes du podcast aussi pour se renseigner là-dessus. C'est pas une étude scientifique, mais ça donne plein d'exemples concrets et j'ai trouvé que c'était eye-opener, enfin, que ça fait prendre conscience de plein de choses. Donc, maintenant qu'on sait ça, il y a aussi un autre petit détail qui va être important à prendre en compte, c'est que surtout, finalement, suivant les cultures, pardon, suivant les cultures du monde, on va tantôt discriminer les corps minces, tantôt les corps gros. Donc, en fait, qui a raison? Quelle culture a raison? Et puis, il y a aussi un autre détail. On discrimine par la taille certaines parties du corps humain aussi. Par exemple, quand on essaie une chaussure et qu'elle est trop petite, on change de taille de chaussure. Mais à l'inverse, un jean trop petit, on vient blâmer notre ventre ou nos cuisses. Pourquoi dans un cas, c'est le vêtement le problème et dans l'autre, c'est la partie du corps? C'est pas cohérent, les gens. Donc l'aspect social du poids et du corps est basé sur tout un tas de critères subjectifs et arbitraires qui ne dépendent que de perceptions propres à chaque culture. Et je le répète, une perception, c'est subjectif, hein, ça n'a rien de factuel. Et le dernier point que je souhaitais aborder, c'est l'aspect beauté du corps et du poids. Alors, pour cette partie-là, je me suis basée sur plusieurs sites internet que j'ai pu lire qui regroupent des critères de beauté suivant certains pays du monde. Il n'y a absolument rien de scientifique dans cette partie-là. Et voilà, faut pas prendre ça au pied de la lettre comme une vérité vraie, mais plutôt comme des guidance, des guidelines, voilà, c'est pas une généralité, c'est surtout pas une preuve scientifique. Mais globalement, donc j'ai mis deux petites sources qui valent ce qu'elles valent, hein. On est bien d'accord, on n'est pas sur un truc scientifique et démontrable. Mais globalement, pour être une belle femme, au Japon, comme en Chine, il faut avoir un teint très clair. Et au Japon, il faut aussi avoir l'air enfantin. En Irlande, pour pouvoir être belle, il faut avoir les cheveux longs et du bronzage. En Angleterre, pour pouvoir être belle, il faut être grande et mince. Et en Mauritanie, il faut être en obésité. Du coup, on pourrait rentrer sur le pourquoi du comment, mais globalement, en Mauritanie, ça montre que tu es riche, que tu as les moyens de te nourrir. Donc, rien que ça, déjà, on se rend compte qu'avec ces 4 petits exemples, on se rend compte qu'il n'y a rien qui va, en fait. Du coup, c'est quoi la beauté, bordel, là? C'est quoi? Donc, là, moi, je trouve ça incroyable. Le beau dépend donc de préférences culturelles et temporelles. Ben oui, en fait, regardons l'évolution de la mode. En Occident, ce qui est beau dans les années 1950, c'est d'avoir, alors je parle pour les femmes, une taille cintrée et un soutien-gorge pointu. Dans les années 60, une belle femme porte une coupe droite qui ne marque pas la taille ni la poitrine. Et dans les années 70, une belle femme ne porte plus de mini-jupe, mais une jupe très longue qui touche le sol. Rien que sur 3 décennies, on passe d'un extrême à l'autre, hein. Et puis, il n'y a qu'à voir la mode aujourd'hui, ce n'est pas du tout ce que c'était dans les années 2000. Voilà. Donc, si j'amène ça dans cet épisode, c'est vraiment pour te montrer que ce qui est beau aujourd'hui sera moche demain, tout comme ce qui est beau hier, ce qui était beau hier est moche aujourd'hui. La mode évolue, les critères de beauté évoluent également. Et enfin, je veux dire, on se souvient des mouches sur la tronche que les femmes devaient porter et les hommes aussi à l'époque de Louis XIV. On en est bien loin aujourd'hui. Du coup, on fait quoi maintenant qu'on sait que la beauté est subjective, que l'IMC ne suffit pas à déterminer l'état de santé d'une personne et que chaque société discrimine certaines tailles? Déjà, on se lâche la grappe. Quand je dis ça, je veux dire que ça ne sert à rien de t'en mettre plein la gueule parce que tu veux perdre du poids, d'accord? Tu vis à une époque où la grossophobie domine et puis aussi parce que vouloir perdre du poids, ça veut dire remplir ton besoin d'appartenance, d'estime, de valorisation et de réussite. Et je sais, ça fait chier, mais en attendant, c'est comme ça en fait.
Mais pour t'aider à y voir plus clair, voici quelques pistes de réflexion. Que penses-tu de ton poids? Que représente le poids pour toi? Que t'empêches-tu de faire à cause de ton poids? Pourquoi et qu'en penses-tu? Que ferais-tu si tu avais ton poids idéal? Pourquoi? Qu'en penses-tu? Pour qui veux-tu changer de poids? Pourquoi et qu'en penses-tu? Quel besoin cherches-tu à combler en voulant changer de poids? Pourquoi? Qu'en penses-tu? Je te renvoie également à l'épisode 13 du podcast qui était sur les besoins. Et comment peux-tu combler ces besoins en restant à ton poids actuel? Et enfin, je t'invite, à aussi utiliser l'outil gagnant-perdant. C'est-à-dire que, tu fais, un tableau avec, 3 colonnes. La colonne de gauche, tu marques avantage, la colonne, la colonne de gauche, sur la deuxième ligne, tu marques gagnant, enfin, en gros, avantage. La ligne du dessous, tu marques inconvénient et ensuite sur ta deuxième colonne, tout en haut, tu marques, changer de poids, donc que ce soit, maigrir ou grossir suivant ce que toi tu as envie et la dernière colonne, sur la première ligne, tu marques, garder mon poids. Et du coup, la question à te poser, c'est: quels sont les avantages à changer de poids? Et là, tu mets ça dans la colonne, heu, 2 et la ligne 2. Donc voilà. Quels sont les avantages à changer de poids? Quels sont les inconvénients à changer de poids? Et ensuite, tu passes à la dernière colonne. Quels sont les avantages à garder ton poids actuel et quels sont les inconvénients à garder ton poids actuel? Note tout de même que ton poids n'a pas besoin de changer pour te sentir mieux dans tes fringues, ni être belle, ou même être à l'aise dans ton corps. Tu peux d'ores et déjà porter des vêtements qui te plaisent. Tu peux d'ores et déjà reporter des vêtements de ta penderie qui ne te vont plus, hein. Tu peux les faire retoucher, par exemple. Tu peux apprendre à te trouver belle, car après tout, troquer une pensée dénigrante pour une pensée douce, bah, ça fait la différence, hein. Tu peux, d'ores et déjà apprendre à te sentir bien dans ton corps. Pardon, il faut encore que je tousse. Voilà qui va mieux. Donc tu peux d'ores et déjà, apprendre à te trouver belle, car après tout, troquer une pensée dénigrante pour une pensée douce, bah, ça fait la différence et tu peux d'ores et déjà apprendre à te sentir bien dans ton corps. Pour ce faire, je t'invite à faire un scan corporel. Donc mets-toi, au calme, je t'invite à le faire, allongé en fermant les yeux. Tu peux être habillé, tu peux être nu, tu peux être en sous-vêtements, peu importe et à visualiser chaque partie de ton corps et à trouver une gratitude pour ton corps. Par exemple, pendant des années, j'aimais pas mes orteils, je les trouvais pas beaux et bien, j'ai été voir pourquoi est-ce que j'avais de la gratitude pour eux. Et la gratitude, bah, elle peut passer par, en tout cas, le côté physique, en fait. Vraiment, à quoi ça sert, le côté utile. Donc moi, j'ai de la gratitude pour mes orteils. Aujourd'hui, je les trouve ni beaux ni moches, ni beaux ni pardon, ni moches. Pour moi, c'est juste utile, en fait. Ça me permet de me tenir debout, quoi. Et rien que pour ça, je suis trop contente d'avoir ces orteils-là et je les changerai pas. Donc voilà et je t'invite à le faire, pour chaque partie du corps. Hem Et puis, il y a aussi, le se réapproprier le corps, en fait. Hem, Tu vois, j'aurais envie de t'inviter à toucher ton corps, une partie de ton corps ou chaque partie de ton corps et à vraiment, faire connaissance avec ton corps. Parce qu'on se dit que, ouais, on a un gros ventre ou autre, mais en fait, il est pas gros, il est comment mon ventre? Tu vois? Hem, Quand je le touche, il est réellement comment? Parce qu'on se fait une image, mais c'est pas toujours la vérité. Du coup, j'aurais envie de t'inviter à te réapproprier ton corps. Il y a une autre question que tu peux te poser aussi, ça veut dire quoi te sentir bien dans ton corps? Hem Et enfin, une dernière question que j'aime beaucoup poser aussi, quand je fais, des webinaires, mais ça sert à quoi un corps? Est-ce qu'un corps, ça sert à être beau? Alors tu as le droit de le penser, absolument, bien entendu. Personnellement, je trouve qu'un corps, ça sert à vivre
Et du coup, bon, bah, s'il correspond aux critères de beauté, bah, tant mieux, aux critères de beauté de la société et de l'époque dans laquelle je vis et compagnie. Oui, c'est bien, mais en fait, j'en ai rien à péter, hein. Moi, je veux juste vivre et être bien dans mon corps et pouvoir bouger et cetera. Donc ça, c'est que ma perception et du coup, comme d'hab, c'est faux et ça m'appartient et tu pas à penser comme moi. Mais du coup, je t'invite vraiment à te questionner. Ça sert à quoi un corps? Du coup, je vais m'arrêter là, hein, car sinon je pourrais encore creuser des heures sur la thématique. Mais si tu souhaites que je fasse un épisode 2 autour du poids, eh bien dis-moi-le. Pas du tout Camille. Heu, c'était let me know, dis-moi-le. Bref, donc dis-le-moi si tu veux que je fasse un épisode 2 autour du poids et si tu as des questions ou des remarques, tu peux me les donner sur Insta. Ce sera chouette qu'on échange à ce sujet-là. Du coup, je m'arrête ici et du coup, toi, bah, qu'est-ce que tu retiens de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu souhaites en savoir plus sur mon travail, rejoins-moi sur Instagram sur la page La Coach Camille, ainsi que sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Prends soin de toi.